Bien, compte tenu de ce que je viens d'entendre, je vais finalement un peu modifier ce que j'avais envisagé de dire. Chaque jour qui passe apporte son lot de mauvaises nouvelles. Compte tenu de mon âge, je me permets de dire que c'est quand même une situation que, personnellement, et tous ceux qui ont le même âge que moi, jadis, n'ont pas connu. L'atmosphère n'était pas forcément toujours très agréable, ni heureuse, mais depuis quelque temps, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, et surtout depuis une dizaine d'années, pratiquement tous les jours, nous avons l'annonce d'une catastrophe. Et ça, c'est quelque chose qui doit bien évidemment être retenu, parce que d'un point de vue psychologique, ça a des effets, y compris sur notre comportement à la fois collectif et individuel. Et les tensions ne cessent de monter. Aujourd'hui, c'est-à-dire depuis au moins 2 ans, 2 à 3 ans, les bruits de bottes commencent à sonner, ici et là. Il y avait la guerre déjà, ou des conflits, mais maintenant, on est dans une situation de conflit armé avéré. Avec le risque d'un enflammement et d'une généralisation. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu le rappel de la thèse qui avait fait choc il y a une trentaine d'années sur le choc des civilisations. À ce moment-là, on peut penser que du fait que nous vivons ce choc de civilisation, eh bien, nous allons passer d'un état, l'état que nous avons connu il y a quelque temps et qui est en train de se défaire, à un autre état. Personnellement, je n'adhère pas tout à fait à cette thèse. C'est-à-dire que nous ne sommes pas pour moi, dans une période de transition difficile qui, une fois achevée, nous mettra dans une situation nouvelle de stabilité et donc de paix organisée sur un mode différent. Je pense en fait que nous vivons la fin d'une histoire qui n'est pas du tout celle que prévoyait Fukuyama avec sa fin de l'histoire, annonçant le triomphe du libéralisme et de la démocratie libérale. Je pense que nous allons vers autre chose de tout à fait nouveau et que la réponse à cette question, est-ce une période transitoire difficile à passer et puis après on sera mieux, même si ça se passe dans un cadre ou un monde tout à fait différent de celui que nous avons connu, ou est-ce que, eh bien, c'est une recomposition tout à fait différente? En d'autres termes, moi personnellement, je pense que nous vivons la fin d'un ordre qui s'est établi sur la base de l'accord de Yalta, en 1945, non pas Yalta, mais l'ordre qui s'est établi à partir de Yalta, et en outre, nous vivons la fin d'un système à la fois culturel et économique inspiré du libéralisme, mais une inspiration mal connue, mal comprise, et qui prend des formes avec le libre-échange et, disons, une approche très libertaire et dérégulée de la vie. Je pense que nous vivons la fin d'un système de ce type, fondé sur le libre-échange et sur la dérégulation. La parenthèse s'est ouverte de manière avérée au début des années 70. Pour moi, elle est en train de se refermer. C'est-à-dire que toutes les idées sur la dérégulation
sont voués à l'échec. Et on va passer à autre chose. Alors, la réponse à la question que j'ai posée, est-ce une période transitoire ou est-ce que c'est le début d'un bon et d'un grand changement, d'un changement même tout à fait radical, vers un monde qui va se construire? Alors bien évidemment, il y a des éléments qui poussent dans ce sens que je suis en train de vous proposer, c'est effectivement la révolution numérique, qui transforme toutes les situations, aussi bien sur un plan économique, nous sortons d'une période de rendement décroissant pour aller vers des situations économiques à rendement au moins constant, voire même croissant, c'est-à-dire que la fameuse loi de Marshall est mise au pilon. Et ça change beaucoup de choses. Ça a des conséquences sur la notion même de travail, etc., etc. Alors, je pense que nous sortons donc d'une histoire, je pense que nous sortons même de la période de l'ère des temps modernes, pour passer à la post-modernité. Mais c'est une invention de moi, donc c'est à prendre avec des pincettes. Alors, la réponse à la question que j'ai posée, elle dépend bien évidemment de l'évolution du monde. Nous avons assisté à l'émiettement de ce monde global qui s'est mis en place en 1945. Je vous rappelle qu'en 1945, le monde était effectivement global, avec une sorte de mondialisation effective, puisque les États-Unis étaient incontestablement les maîtres du monde, la Chine était américaine en 1945, et par ailleurs, l'Union soviétique, c'est la conséquence de Yalta, l'Union soviétique était un allié des États-Unis, et entendait d'ailleurs le rester. Les choses n'ont pas du tout évolué dans ce sens, tout a commencé à se fragmenter. Je ne vais pas refaire l'histoire, je n'ai que 10 minutes, je suis en train d'ailleurs de les dépenser anormalement. Donc aujourd'hui, nous assistons à un émiettement, c'est tout à fait, ça a été analysé, un émiettement du monde, à une parcellisation du monde, et il n'en demeure pas moins que lorsqu'on prend des lunettes, on se rend compte qu'il y a enfin 3 forces, elles-mêmes chacune divisées, qui sont en train de continuer à vouloir exister. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez le monde occidental qui est en recul manifeste sur tous les plans, sur tous les plans, y compris monétaire, y compris monétaire. Je ne parle pas seulement de l'économie ou de la politique. Dans tous les domaines, l'Occident est en recul. Par ailleurs, cet Occident est divisé. Et il est même de plus en plus divisé. Il y a une fracture qui, maintenant, n'est plus niée entre les États-Unis et l'Europe. Elle n'est plus niée. Elle était visible pourtant déjà depuis pas mal de temps. Mais maintenant, elle est reconnue. Alors vous avez le monde occidental et puis vous avez, et pour moi c'est très important, vous avez le tandem, qui n'est pas qu'un tandem, Russie-Chine. Russie-Chine, sur lequel tandem se greffe, le mot n'est peut-être pas très, très juste, se greffe finalement le Sud global. Donc vous voyez, c'est un ensemble considérable. Et ces deux masses, ces deux blocs, donc c'est la reconstitution d'une situation que l'on a connue à partir de la fin des années 40, du début des années 50, avec la confrontation des blocs Est-Ouest. Mais là, c'est autre chose. Ces deux blocs qui ne sont pas les mêmes, d'abord, et qui, par ailleurs, sont, chacun d'entre eux, relativement divisés. Il n'y a pas d'homogénéité. Et vous avez une force tout à fait indépendante qui est d'une nature autre, c'est le monde couvert par l'islam. L'islam est incontestable. Je ne suis pas spécialement musulman, d'ailleurs vous le devinez assez facilement,
Mais c'est un fait que nous assistons à une affirmation du monde musulman. Dans tous les domaines, d'ailleurs, pas seulement sur le plan religieux. J'insiste sur pas seulement sur le plan religieux. Parce que ça aussi, c'est un peu niais. Alors... en général, je vais vous inviter à conclure. Je vous laisse 2 minutes supplémentaires pour conclure. Excusez-moi. Comment? Oui, et moi, je ne donne pas l'exemple. Bon, alors, je vais très vite. Tout d'abord, l'évolution des conflits des 3 conflits. Personnellement, je ne crois pas à une dérive à partir du front européen Est, c'est-à-dire du problème ukrainien. Le conflit va s'enquister et en fait va pourrir. Ça a des conséquences négatives, mais il n'y aura pas de généralisation à partir de là, c'est mon point de vue. C'est la même chose en mer de Chine. La situation va se stabiliser, tout simplement parce qu'on ne peut pas se payer le luxe d'avoir un affrontement, et même à la limite, ça n'aurait pas de sens. Là, par contre, c'est le Moyen-Orient, avec les conséquences sur l'Afrique, c'est-à-dire que le Moyen-Orient est un concentré de toutes les menaces, de toute nature qui soit. Alors, qu'est-ce qui va jouer de manière déterminante? C'est finalement l'expérience de Trump. L'expérience de Trump, je ferai que 3 observations. Sur le plan de la politique extérieure, compte tenu de ce que l'on dit quant à la nouveauté, bon, on est passé d'une diplomatie classique à une diplomatie de confrontation. Mais en ce qui concerne la politique et les orientations de la politique étrangère américaine, elles restent les mêmes. N'oubliez pas que les États-Unis ne voulaient pas cette guerre en Ukraine, tout simplement parce que la situation ex-ante leur convenait parfaitement. Et aujourd'hui, c'est un boulet pour eux. Et donc, Trump ne fait que suivre un chef d'état-major, le chef d'état-major Mialet, au début de la guerre d'Ukraine, a tout de suite, dans les 4 mois qu'on suivi, dit « il faut soutenir cette guerre, mais il faut d'ores et déjà envisager la fin et commencer à négocier. » Le chef d'état-major des armées américaines a dit ça à 4 reprises. Donc c'est vous dire quel est l'état d'esprit. Deuxièmement, j'appelle votre attention sur la politique de Trump en matière économique. Certes, protectionnisme, ça nous paraît tout à fait nouveau, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à cette politique protectionniste, dont tous les journaux parlent, vous avez en contrepartie une politique en interne des États-Unis de développement et de reconstruction de l'économie américaine. Toute la question est de savoir si cela va marcher ou pas. Personnellement, je suis sceptique. Je suis sceptique. Mais si ça marchait, à ce moment-là, nous pourrions arriver, avec l'envie des États-Unis de se rapprocher de la Russie, alors que la Russie ne peut pas se détacher de la Chine. C'est rigoureusement impossible. Là-dessus, la politique américaine est en contradiction avec elle-même si elle espère pouvoir séparer la Russie de la Chine, ou la Chine de la Russie. Mais si les choses se passent bien, nous risquons de voir apparaître une triade formée d'un ensemble États-Unis, Russie, Chine. Et là, les conséquences pour l'ensemble de la planète sont considérables. Si l'expérience Trump ne marche pas, personnellement, si je devais, mais je suis trop long, vous avez compris ce que je pense, si cette opération ne marche pas, nous allons avoir un monde fortement en opposition. Et donc nous devons en tirer les conséquences du point de vue de notre avenir à chacun. Et donc il est important, si on veut la paix, d'envisager la constitution d'ordres de sécurité, d'ordres régionaux de sécurité. Et donc, bon, je termine, encore 1 minute et c'est fini. Vous ne facilitez pas la tâche, hein? Aux 3, mais vous m'avez donné la parole avec un temps d'avance, j'ai l'impression.
Je suis en train, effectivement, de faire perdre du temps à la collectivité. Mais donc, si nous voulons la paix, dans ce contexte incertain que je viens de décrire, je ferai 3 recommandations. La première, c'est que nous n'aurons la paix que si nos dispositions d'esprit changent. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas davantage ouverts les uns sur les autres. Là-dessus, l'exemple du pape qui a été rappelé tout à l'heure est tout à fait intéressant et important. Je trouve que d'ailleurs, dans une certaine mesure, la politique, peut-être subie, française, manifeste de plus en plus une sorte d'esprit d'ouverture. Et donc, la confiance est évidemment la condition préalable dans les relations internationales, au sein même des Africains eux-mêmes. Il faut que les Africains aient davantage confiance entre eux-mêmes, et les Africains aient confiance, par exemple, de même les Français, les uns vis-à-vis des autres. Ça, c'est capital, c'est tout un climat qui est à constituer. Et bien évidemment, voilà. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point très concret, si cette confiance est rétablie, il faut envisager la mise en place d'ordres de sécurité régionaux. Et là, je fais une proposition, c'est non pas de faire l'OTAN, mais de faire une sorte d'organisation, une alliance du type organisation du traité Méditerranée-Afrique. Avec, bien évidemment, une clause reprenant l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire assistance mutuelle automatique. Le troisième point, c'est que je pense qu'il y a tout un climat qui est à développer. J'ai parlé de la confiance, et je trouve que votre Cénacle devrait être le cœur même de cet état d'esprit, d'ouverture. Et moi, ce que je vous propose, c'est que vous vous réunissiez de manière de plus en plus large, faire un peu les Davos de l'Afrique, vous voyez, hein, voilà, et que ça soit organisé, vu la qualité de l'organisation d'aujourd'hui, dont je suis le perturbateur. Voilà, je vous propose ça. Merci, mon général.